Comment ça, il n'y aura pas de tomates dans la livraison? Mais tu sais très bien que moi j'ai besoin de tomates pour mon service, c'est pas possible. Enfin, c'est pas la première fois que tu me fais le coup en plus, là je vais encore devoir courir partout. Encore une galère de la restauration. Julien! À table! J'arrive! Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour le podcast à table. J'ai le grand plaisir de recevoir Kader. Kader, comment ça va? Ça va bien, Mokhtar? Tu vas bien? Ouais, ça va, merci. Resto, Kader Foster, on te connaît avec un certain nombre de noms. Tu vas nous parcourir ton parcours, d'où tu viens. Mais avant d'en t'entendre, on va donner la parole à Mohamed. Mohamed, comment ça va? Mokhtar, écoute, moi je suis ravi d'être ici. Ouais. Ravi de recevoir Kader également. Merci, Mohamed. Et comment ça va se passer le podcast à table? Alors, On a le quoi, concept à table, maintenant, on commence à connaître un petit peu. Il y aura d'abord une entrée qui va nous permettre de découvrir ton parcours, raconter un peu tes anecdotes et nous rappeler à quel point ton parcours est atypique. Et puis ensuite, on mettra les pieds dans le plat. Justement, cette partie-là va nous servir à rentrer dans le dur et à comprendre un petit peu les coulisses du domaine dans lequel tu as évolué. Et ensuite, on finira avec un bon dessert dans lequel, justement, on aura l'occasion de parler un petit peu d'avenir. Et enfin, à un moment donné, il faut payer l'addition. Et comment on paye l'addition chez nous? Ici, on la paye en conseil. Ah. Merci Mohamed. Donc, sans plus tarder, je vais demander à Kader de ramener le menu, là. Entrée, allez, on y va sur l'entrée. Donc, Kader, ça vient d'où? Kader, ça vient d'où? Kader est originaire de Metz, l'Alsace-Lorraine, plus exactement. Et je suis né le 7 novembre 1977 dans une des banlieues de Metz, avec 17 000 habitants, avec plus de 50% de la population qui était sans travail, sans revenu. Et très jeune, j'ai appris rapidement la problématique sociale qu'on pouvait avoir étant très jeune, quand surtout tu avais plus de 36% du quartier entre 16 et 25 ans étaient sortis des bancs de l'école et qui n'avaient pas de travail. Donc un chômage de masse, des Exact. quartiers difficiles, on ne trouve pas forcément de travail. C'est ça. Toi, tu grandis dans un environnement comme ça. C'est quoi les valeurs qui font que tu te dis, Kader, là, va falloir s'en sortir? Au départ, c'est vrai que dès le moment où en fait, on était entouré du quartier avec énormément de zones industrielles, on avait les centres nucléaires. Je ne sais pas si vous connaissez Cattenom. Cattenom qui avait plus de 5000 personnes qui y travaillaient. Et donc, les 5000 personnes, c'était les 5000 personnes du quartier. Tu avais à peu près plus de 20% de la population qui y était. Incroyable. Donc, tu avais 3 à 4 choix. C'était où tu devenais manutentionnaire dans l'usine et tu ressortais 50 ans plus tard avec un cancer des poumons, ou tu rentrais, on va dire, dans le secteur et dans le chemin de l'école, ce qui était tout à fait normal pour réussir, pour certains. Ou un petit peu de musique, rap, comme tout le monde connaissait à l'époque des années 90 et autres. Et toi, t'as choisi quoi alors? Moi, je te dirais, j'ai touché la peau 3, tu vois. Donc, il fallait trouver tout ça. Et donc, après, on va dire ma majorité, c'est vrai que j'ai malheureusement pas été dans le projet de l'école. J'ai pas eu du tout un cursus, on va dire... dont le papa ou la maman ont été fiers. Ouais. Donc en 98, à l'époque de notre ancien président Jacques Chirac, j'étais dans l'obligation d'incorporer l'armée française. Okay. Donc tous ceux qui avaient la majorité et qui n'avaient pas de travail et qui n'avaient plus de cursus scolaire, ils étaient dans l'obligation de partir à l'armée de suite. Kader Foster qui fait l'armée. Exactement. Et ça donne quoi alors? Ça donne quoi? Je ne vais pas dire que je suis arrivé rapidement à être un exemple militaire ou un exemple de personne qui était droit dans les règles. J'ai appris, j'étais jeune, je me suis retrouvé avec beaucoup de personnes qui venaient de partout de la France, beaucoup de cultures différentes, beaucoup de chemins différents, et ça m'a fait beaucoup apprendre que pour avoir confiance en soi, il faut savoir beaucoup écouter les gens. Et selon ce qu'on apprend, c'est là qu'on s'aperçoit que effectivement notre vie, elle n'est pas si différente que les autres. C'est une école différente. C'est pas l'école avec un diplôme, c'est l'école de la vie. Tu apprends très vite l'ouverture d'esprit, écouter l'autre pour comprendre. C'est ça. Et
ça fait partie de ton ADN, ça, cette partie-là, là, aujourd'hui, dans ton business. Est-ce que ça t'a servi à être Ouais, ce que tu es aujourd'hui? ça m'a vraiment servi. En fait, quand je suis revenu de l'armée après 2 ans, j'ai justement intégré une entreprise qui était, on va dire, dans le social. Donc, elle était amenée à faire du service et de l'accompagnement en personnes en difficulté. Donc, quelquefois, il s'avère que je me retrouvais autant avec des personnes de plus de 70 ans qui avaient pratiquement l'âge de mon grand-père, de l'âge de mon père, ou même quelquefois même l'âge de mon petit frère. Donc, on était là pour essayer de servir la cause de l'humain et aussi d'avoir une confiance en soi pour expliquer aussi aux personnes que vous comprenez leur situation. Parce que c'est souvent difficile d'aider quelqu'un quand vous ne comprenez pas sa situation. Et vu que moi, selon mon histoire et mon historique vis-à-vis de la banlieue et des difficultés que ça importe, eh ben, j'arrivais facilement à m'adapter, et plus avec l'armée aussi, qui m'a vraiment appris à écouter les gens. Eh ben, je suis rentré dans ce service-là pendant 1 an. Et pendant 1 an, j'ai fait de l'accompagnement aux personnes en difficulté. Hop. Bravo, donc un engagement, tu sors tout droit de l'armée. Euh, Est-ce que déjà tu ambitionnes de la restauration ou c'est pas encore là? Non, c'est pas encore là. C'est loin. C'est pas encore là, Alors, jamais, non. qu'est-ce qui s'est passé La à cette époque-là? restauration, je te dirais, voilà, Ouais, c'était ouais. plus comme certains, on Ouais. était toujours là en train de manger notre américain Ouais. steak frites ou merguez frites, et c'est tout. Pour l'instant, ça s'arrêtait là. Donc après avoir fait du social, j'ai décidé avec les petites économies que j'avais pu mettre de côté, et ça aussi, ça m'a donné de la maturité aussi, la partie armée, la partie aussi rester seul, loin de son, je veux pas dire de son confort, mais de Sa son, famille, de de son sa famille, de entourage, son de son groupement, foyer, de ses amis d'enfance. J'ai décidé de rentrer dans une école de musique. Donc, pour te dire que ça n'avait encore rien à voir avec cette fameuse histoire T'avais de cette Kader envie Foster. depuis longtemps, Pour suivre ou- Kader Foster, faut un Waze, frère. C'est incroyable. Ouais, non, c'est clair. Je suis rentré dans une école de musique qui s'appelait MAI, Musique Académie Internationale, à Nancy. Et ce qui était bien dans cette école-là, c'était que la plupart des professeurs, ils avaient tous un parcours musical et ils étaient tous en général connus. Et le directeur, en fait, pour te dire, c'était l'un des plus grands guitaristes des Guns N' Roses. C'était un Allemand et c'était lui qui avait fondé cette première école. Et quand il a fondé cette première école, je suis rentré pratiquement un des premiers du groupe cette année-là. On était Mais en quand tu dis 2001. musique, c'est pas rap? Il- C'est quoi? Tu es parti dans le rock, frère, ou quoi? En fait, ouais, il y avait un peu de tout. Ouais. Incroyable. J'ai touché à tout, en fait. Et tu nous connais, nous, qu'on vient des quartiers, bah, souvent, tu vois, c'est l'époque des années 90, c'était le breakdance. Frère, on danse le mien, nous. Ouais, voilà, c'était ça, c'était notre époque, tu vois. Kerry James, le Mia et tous les autres groupes, sans les citer. Et donc, bah, je fais mon cursus et je fais une option vidéo. Parce que pour moi, l'image et la musique, elle était liée. Et j'avais vraiment besoin de créer ce projet pour obtenir mon diplôme en fin d'année. Et avec épanouissement et sans surprise, je deviens major de ma promotion avec un 100% de satisfaction et de bonnes notes vis-à-vis du jury. Donc là, j'étais fier. Pourquoi? Parce que c'était mon premier diplôme que j'obtenais. Top, bravo. J'avais même pas le brevet des collèges. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, tu rentres avec ce diplôme à la maison et ils sont fiers de toi. Ouais, pratiquement, ouais. Ouais. Il y avait le grand chef, tu vois, qui était souvent en déplacement, donc le papa, et que bah, je respecte beaucoup parce qu'il m'a beaucoup aussi appris avec le temps. Quand j'ai pris la maturité, j'ai compris vraiment tous ses conseils. Et ça n'a pas été trop tard parce que, bon, grâce à Dieu, il est toujours vivant. Et donc, il a vu un peu mon cheminement. Je lui explique que c'est bon, papa, j'ai enfin obtenu un diplôme. Ah, je suis fier de toi, mon fils. Et c'est quoi? Bah, c'est dans la musique.
Quoi? De la musique? Je comprends pas. Ouais, c'est pas possible. Comment ça, la musique? Ouais, quand est-ce sincèrement? Musique. Il y a mathématiques, les Voilà, diplômes, c'est la ça. pharmacie. Médecine. Voilà, Au dentiste, minimum. avocat. Musique. Je sais pas, musique. Musique, c'est pas possible. À la cale mécanicien. Exactement. Ah Et il s'est dit, bah écoute, je vais reprendre ma voiture et je vais repartir en déplacement parce que je pense que, voilà. Va faire encore un Ouais, va continuer c'est... à parcourir ta route et le jour où tu seras bien dans ta tête, tu viendras me voir. Donc après, moi, je me disais quoi? Je me disais, ouais, l'école, c'était compliqué. Maintenant, j'ai trouvé, on va dire, un chemin dans lequel j'ai donné beaucoup de passion et j'ai reçu beaucoup de retours positifs de gens connus, tu vois. Ouais. Et bah, au moment que je suis sorti de l'école et que j'ai justement dit à mes parents que j'avais obtenu mon diplôme, une semaine plus tard, justement, je reçois le coup de téléphone d'un de mes professeurs et il m'invite à m'installer à Paris et de rentrer un petit peu dans le show business. C'est-à-dire que tout ce qui est aspect en spectacle, aspect concert, mise en scène et tout ça. Donc j'intègre en fait le spectacle de Buffalo Bills à Euro Disney. Donc je commence à faire des modifications parce que je trouvais que c'était un peu fade les introductions du spectacle. Et avec fierté, le professeur vient me voir et il me dit bah, ton idée, elle va être dupliquée sur d'autres spectacles parce que le dirigeant des States, Ouais. il a kiffé cette introduction qui a un petit peu modernisé le côté un peu fade de l'histoire des Indiens et des cow-boys. Entre deux, ben, on a fait aussi quelques concerts, on a suivi des groupes comme NTM, on a suivi Donc, Shep Raleigh, on toi, a fait pas mal de choses. Ta patte artistique, tu commences à, Ouais, je à commence. l'éprouver. Ouais, tu je commence à commences kiffer, ouais. Ouais, je kiffe. Le son, il revient. Ouais, je kiffe. Incroyable. Ouais, On Je voit kiffe ses de yeux fou. briller, là. Je kiffe de fou parce que Ouais. il y a du son, il y a de la lumière, il y a de Ouais. l'image. Ouais. Et en fait, à l'époque, j'étais le seul rebeu, tu vois. J'étais le seul rebeu à être justement derrière des bases liées au développement et à l'innovation du spectacle. Comment lier le son et l'image. Et l'image et le son, avant, dans les concerts, il n'était pas lié. Quand, par exemple, tu prenais des concerts comme NTM ou d'autres, souvent, je leur reprochais que leur introduction, elle n'était pas trop spectaculaire. Donc, on essayait de faire des propositions. Et quand ils voyaient le petit jeune qui vient de Lorraine et tout ça, ils se disaient, mais c'est qui lui, tu vois? Ouais. Comment ça se fait qu'il arrive avec des idées comme ça? Et voilà, ça a été une année parisienne de fou. Et ensuite, un an plus tard, ben, je reviens dans ma région avec beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de maturité. J'avais vraiment la capacité de, seul, je pouvais créer tout un univers derrière moi Ok, top. et autour de moi, tu vois. C'est incroyable ton début de parcours, parce qu'en fait, là, ce qu'on comprend, c'est que tout ce que tu n'as pas apporté, le parcours scolaire classique, Ouais, ben, en fait, tu l'as reçu par d'autres biais. ouais, L'armée t'a apporté la structuration, le cadre et l'écoute, tu C'est l'as ça. dit tout à l'heure. Ensuite, tu as eu l'occasion de vivre une expérience sociale qui t'a quand même donné beaucoup l'occasion de rencontrer des personnes et d'apporter leur assistance, ton assistance à ces personnes-là. Et ensuite, tout le milieu culturel qui te permet d'exprimer toutes tes connaissances artistiques, qui te donne confiance en toi, parce que tu vois que tu réussis des choses finalement, tu es capable de faire des choses. Donc tout ce que le système scolaire t'a pas apporté, toi tu l'as puisé C'est ça. dans d'autres expériences c'est et ça qui a fait l'homme que tu es Ouais. aujourd'hui et qui t'a préparé qui me au préparait. parcours qui va suivre justement dans ta vie. Bah, Exact. faut C'est- mettre maintenant les pieds dans le plat. hein. Une introduction toute Ouais. faite pour entrer justement les pieds dans le plat. Exactement. Comment alors tu rentres dans la street food? En fait, quand je suis revenu de Paris, avec beaucoup d'assurance, Metz et Strasbourg, c'était à peu près à moins d'une heure. Et donc, tout ce qui était Alsace-Lorraine, souvent, on se partageait les week-ends, les soirées et autres. Et quand je suis revenu de Paris, j'ai des amis, ils me disent Kader et tout, viens, il y a un fast-food qui vient d'ouvrir. Tu te rappelles du Quick face à la gare de Strasbourg et tout? Je dis ouais. Bah, ils ont fermé.
Et c'est des jeunes entrepreneurs qui ont récupéré le local. Et ils l'ont récupéré avec tout le matos à l'intérieur, les banquettes et tout, tu vois. Donc là, j'y vais et je vois le monde, je vois les couleurs, je vois les plateaux défiler, le bruit, le son et tout ça. Et là, je regarde, je me suis dit, waouh, et c'est un concert, c'est un spectacle là. Tu vois, j'étais encore dans l'euphorie de tout ce que j'avais vu dans ma vie et côtoyé, et les bruits, les images. Donc toi, tu es face à un restaurant, est-ce que tu vois, c'est une scène de spectacle. C'est une scène de spectacle. C'est une Incroyable. scène de spectacle. Parce que pour moi, la restauration de l'époque, tu vois, parce qu'on vient quand même d'une génération de plus de 40 ans, 77, 78, la restauration, c'était pas, tu vois, des plateaux rouges, de la couleur, de la structuration, tu vois, des casquettes au comptoir, tu vois, toutes ces choses-là, on les avait pas, nous. C'était vraiment encore à l'ancienne, merguez frites, tu vois, l'américain et autres, tu vois, que ce soit dans notre région, dans vos régions à vous. Donc là, je commence à regarder ceux qui m'entouraient et sans leur dire, j'ai été postulé à Koul Halal Pour y travailler en tant pour y que... travailler. Et en fait, j'étais en cuisine. J'étais Ouais. au grill. En fait, c'était moi qui faisais les burgers, qui faisais des wraps. Parce que je voulais savoir comment ça fonctionnait, en Comment fait. ça marche derrière. Je me suis Incroyable. dit, comment on arrive à faire le même burger ou le même sandwich avec le même grammage, tu vois. Et en plus, c'était avec la communauté. Mm. C'était le premier fast-food halal de France. Faut que les gens ils le sachent. On est au début des années 2000, C'est ça. Et c'était le premier. l'avènement de la street food, Voilà. en particulier halal. J'ai travaillé 1 an. Et après ces 1 an, en ayant pris l'expérience, j'ai fait tous les postes, même en passant manager, je me suis dit, il faut que maintenant, j'ouvre le mien. Que je sente un peu cette touche d'entrepreneur, de manager, de formateur, tu vois. Et le destin a fait, avec tout le parcours que j'ai eu, le destin a fait que je quitte ma région. Et je m'installe à Lille, dans le nord de la France, où les gens ils disent où il fait toujours gris, il pleut. Mais c'est vrai ça. Tu vois. Ben, je vais pas contredire nos confrères Salam la météo. parisiens, parce que souvent on est à 2 heures de route des uns des Nous, de toute autres, mais façon, on a il fait toujours l'impression. mauvais, de toute façon, à On a Paris, toujours donc, l'impression que Paris c'est Miami. Ouais, genre, il fait plus beau à Paris voilà. alors Et qu'on est voilà. à 2 heures. Voilà, en 2 heures il se passe beaucoup de choses. Il pleut chez nous ici. Mais beaucoup de cœur. Comme le dit le film, c'est vrai que quand tu pars dans le Nord, tu pleures, mais quand tu y repars, tu pleures aussi, Ouais. parce que les gens sont très chaleureux. Donc je m'installe dans le Nord, je me marie aussi. Ok. Je me marie, je m'installe, ma petite famille et autres. Et là, je décide de monter mon fast-food. Au moment où je me suis installé dans le Nord, il est passé 1 an, le temps de voir un peu la zone géographique, faire attention que, bien sûr, les gens qui vont venir chez moi, ils puissent avoir le parking, parce que le parking est très important, et qu'il n'y ait pas de rotation qui bloque le passage des gens. Donc, j'ouvre mon fast-food, que j'appelle Daddy Burger. Je cartonne. J'ai à ma tête à peu près plus d'une vingtaine de personnes qui bossent pour moi. Le même process. Le au même clam, process. Le clam n'était pas encore d'actualité à Ok, l'époque. Ok. Donc on avait le grill, on avait les plaques, Ok. on avait les toasters, on avait les comment ça s'appelle, les batteurs mix et autres pour tout ce qui est aussi les machines Henny Penny pour faire Ok. du fried chicken Ok, et tout ça. Ça, on le faisait déjà en 2001. Donc on était fort avancé, mais grâce aussi aux acteurs précédents que j'ai cités. Donc je monte le fast-food, je cartonne. Dans la région, automatiquement, les gens, ils en parlent de partout. Ok. Donc ça se déplace de 30 km, 40 km, 50 km. Les gens faisaient beaucoup de routes. C'était à Lille exactement. C'était à côté, c'était la Ok. banlieue de Lille, c'est Ok. à Tourcoing exactement. Ok. Donc après c'est 1 an, pareil, toujours en quête de recherche, en quête de curiosité. Je me dis, maintenant je veux voir ce qui se passe de l'autre côté. J'ai les produits, je sais les assembler, je sais créer les recettes, je sais créer aussi le côté visuel du produit pour le mettre en avant, parce que j'étais déjà très avancé à cette époque-là, pour vraiment faire de la photo, faire
de la couleur pour mettre en avant, faire des slogans aussi. Je me suis dit, il faut que j'aille voir celui qui me livre, mon grossiste. Et à l'époque, mon grossiste, beaucoup le savent et peu d'autres ne le sachent pas, c'est que en partant chez mon grossiste, je suis arrivé comme un extraterrestre parce que la société qui me livrait, c'était une société qui s'appelait Foster Fast Food et qui était passée en Belgique. Et ils étaient flamands. Donc en Belgique, il faut savoir que le pays est divisé entre guillemets en deux. Ouais. Vous avez le côté Wallonie, qui est un petit peu plus proche des Français avec la langue française. Et vous avez le côté flamand, qui est vraiment très sectaire et qui veut rester flamand avant tout, avec la langue flamande. Donc on ne parle pas français chez les Flamands. Donc pareil, tu as le petit rebeu qui arrive. Oui, bonjour, c'est Kader, Daddy Burger, comment vous allez? Oui, ça va bien, et vous? Voilà, j'ai une proposition à vous faire. Je veux rentrer chez vous en tant que commercial. Non, c'est pas possible. Déjà, de un, vous êtes français. Vous ne savez pas parler flamand. Vous ne savez pas parler flamand. Et nous, la France, ça ne nous intéresse pas. Ils étaient vraiment très sectaires. Et ce que j'aimais bien... Et eux, ils font le pain burger ou ils font quoi Ils font tout. Il y avait le pain, les sauces, les équipements. Ok. Il faut savoir que, en fait, la racine et l'histoire de Foster Fast Food a été créée par un des fondateurs de Quick. Ah, voilà. Il y avait une explication. Il y avait quelque chose qui faisait que j'avais vraiment choisi, pas au hasard, cette entreprise. Donc, moi, qui étais persévérant parce que j'avais beaucoup appris, je leur ai dit, écoutez, je vais travailler bénévolement chez vous. Et là, ils me regardent, ils me disent, comment ça? Qui peut travailler bénévolement? Qui peut travailler gratuit dans ce monde? J'ai dit, je vais vous prouver que je suis capable aujourd'hui de pas changer votre image, mais de la faire évoluer et de la faire connaître en France comme dans beaucoup d'autres pays. Donc, tu étais toujours paru comme un fou, tu vois. Ouais. Si, comme je te disais, le petit jeune rebeu qui T'avais vient de quel âge à France. ce moment-là? Ah, j'avais 25 ans. 25 ans 25 ans. Ouais. Et donc, j'ai eu de la chance parce que c'est le fils qui a repris la société. Quelques temps plus tard, on va dire 1 an. Et là, on m'accepte dans la société. Gratuit? Ouais, pendant 3 mois gratuits quand même. Hein. Je te dis, La les phase de Flamands, test, ils on va dire. sont... Attention. Ça passe pas dans l'oreille d'un sourd. Et eux, ils sont vraiment comme nous, les papas maghrébins ou autres. Tu vois, c'est-à-dire que, écoute, Conservateur. voilà, au max. on va te donner notre main. Mais par contre, il faut vraiment que tu sois solide. Donc, j'ai travaillé gratuitement. Je leur ai juste demandé, voilà, c'est quoi le comment ça s'appelle, le client type et la cible de ce que vous recherchez. Est-ce que c'était vraiment le client comme moi? Ils ont dit, comme toi. On veut comme toi. Faut pas t'éloigner. On veut comme toi les clients. Donc, ce qui s'est passé, c'est que les premiers mois, j'ai commencé à ramener un client. Clairement, ils visaient la communauté maghrébine. Ouais, en fait, il y avait la communauté il y avait la communauté maghrébine, mais avant tout, il fallait que ça soit vraiment fast food. Fast food. Ouais, Okay. fast food, vraiment, vraiment okay. street food. Il fallait que ça soit le concept type McDo, Quick, et quelqu'un vraiment qui a sur le burger sur le burger, le fried chicken. Okay. Et qui, à cette époque, il faut pas oublier Mokhtar et Mohamed, c'est que en 2001-2002, une personne que tu allais solliciter, que ce soit Châtelet-Les-Halles à Paris, ou que ce soit à Lille, ou que ce soit à Lyon, qui cartonnait dans le merguez frites, ou qui commençait à faire du kebab, ou du grec pour certains, et toi, tu arrives et tu dis, écoutez, moi j'arrive avec un burger, avec un steak de 45 grammes, certains ils appelaient ça la semelle à chaussure, c'est tout fin. Comment aujourd'hui, moi, je peux faire ce type de concept en sachant que je cartonne déjà, tu vois? Donc, c'était vraiment pas évident. Donc, j'ai commencé à faire mes premiers clients. Et toi, tu avais toute la France? J'avais commencé d'abord par le nord de la France. Ok. Et quand j'ai commencé par le nord de la France, c'est vrai que j'ai commencé à développer pas mal d'anciennes burgers, tu vois? Et parmi celles-ci, il y en avait une qui était déjà très avancée, qui s'appelait Flash Burger. Donc un deuxième, je pense, le deuxième enseigne de France
halal qui avait lancé le concept typiquement McDo, mais 100% halal avec vraiment le process, le cahier des charges d'un McDo ou d'un Quick. Donc petit à petit, ça parlait. Bah écoute, va voir un tel, c'est lui qui développe, c'est lui qui a le produit, c'est lui qui vend, c'est lui qui passe le service, l'accompagnement, tac. Et donc, dans la région, ça commençait à m'appeler de partout. Et arrivé un moment, je me suis dit, je vais pas m'arrêter là. Donc, j'ai été voir directement mon employeur, Foster Fast Food, je lui ai dit, écoute, on va trouver des distributeurs dans la région et on va leur donner les clients. Donc, j'allais chez des distributeurs, je disais, écoute, voilà, aujourd'hui, je te ramène 2 millions, 3 millions de chiffre d'affaires. Comment ça, tu me donnes 2 millions, 3 millions d'euros de chiffre d'affaires? Mais tu es fou. J'ai dit non. Là, aujourd'hui, j'ai plus la possibilité de rester dans la région, donc je préfère avoir des distributeurs solides. J'appelais les clients, je leur disais, écoutez, ne vous inquiétez pas, je suis toujours là. Vous avez besoin d'un service, vous avez besoin d'une nouveauté, vous avez besoin de quoi que ce soit, mon téléphone, il est toujours allumé 24 heures sur 24. J'étais vraiment le médecin de la restauration. J'envoie les distributeurs vers les restaurateurs. Et là, je vais voir mon patron, Foster, et je lui dis, je pars en Île-de-France. Il dit, qu'est-ce que tu vas faire en Île-de-France? Déjà, dans le Nord, on est bien. Tu as ramené tant de chiffres d'affaires. On est en 2002, 2003. Donc là, je dis, non, la France, c'est grand. C'est pas la Belgique. Beaucoup de choses à faire. Et vu que moi, comme je t'avais dit, j'avais déjà un pas en Île-de-France, dans la partie artistique, spectacle et tout ça, j'avais un beau carnet d'adresses. Une bonne entrée. Voilà. Donc là, j'arrive en Île-de-France et je commence à voir les premiers restaurateurs. Et c'était l'époque de le Koudou, le spécial, H-Express. Et t'as un petit rebeu qui arrive du nom de Kader Foster avec sa petite glacière, avec un petit peu de fromage slice version McDo, des pains en burger, la fameuse sauce Giants, la fameuse sauce Big Mac et d'autres sauces. Et j'arrivais, je faisais du porte-à-porte. Oui, salam alaikum, bonjour, voilà, je me présente, Kader. Je suis commercial d'une société qui est basée en Belgique, spécialisée dans le fast-food. Voilà, j'apporte un nouveau concept. Et là, tu étais là, et je pense que vous êtes de la même génération que moi, quand vous voyez des gens comme le spécial, H-Express et autres, bah, tu arrivais dans un moment où ils cartonnaient déjà. Ouf. Tu vois? Qu'est-ce que tu vas nous apporter? Ouais, qu'est-ce que tu vas nous Il apporter? y a quoi de plus dans ton produit? Exactement. Et Alors justement, c'est quoi la force que tu as à ce pour moment-là? savoir, je dis, laisse-moi rentrer dans ta cuisine. Comment tu vas rentrer dans ma cuisine? T'es culotté, tu vois. Tu vas rentrer dans la cuisine. Je dis, je vais rentrer dans la cuisine et je vais te faire des burgers. C'est pas les burgers que tu fais actuellement. Yallah, vas-y. Et je rentre. Et je commence à faire mes burgers. Sauce Giants. Pain sans sésame. 12 cm. Bien brillant. Avec un peu de salade. Tomate. Cheddar. Boum. Tiens. Vas-y, frérot. Goûte. Waouh. C'est quoi ça? Et là, ça commence. Comment on peut faire pour te contacter? Comment on peut faire pour commander? Je dis, écoute, c'est simple. J'ai été voir les peu de grossistes qu'il y avait en Île-de-France à cette époque, 2004, 2005. Il y avait déjà les MSA, les trucs comme ça. Il y avait déjà MSA. Tu vois, c'était un des premiers distributeurs pour moi. Il y avait Isla Food à Bobigny aussi, premier distributeur pour moi. Il y avait Bilad aussi à l'époque. Ouais, Bilad, ouais. Donc il y avait quelques-uns. Et là, le problème, c'était que je disais à ces restaurateurs, vous, allez vers eux. Il voulait. Voilà, parce que moi, quand j'y allais, ils disaient, on n'a pas besoin de nouveautés, nous. Ouais. Tout marche, tout fonctionne, tu vois. C'est pas comme à cette époque, 2025, il y a de la restauration de partout, tu vois. Et bien, tout doucement, c'est qui le Kader, la Foster? C'est qui lui? C'est qui lui? Et les téléphones, ils ont commencé à sonner. Tac. Et les gars, à partir de 2004, 2005, je passais à quelques palettes dans la restauration, tu vois, au niveau du Nord-Pas-de-Calais, tu vois, les restaurateurs en direct. Et là, ça commence à arriver pour premier camion, deuxième, troisième, cinquième, 10e. On est passé jusqu'à plus de 40 camions semis de 33 palettes par semaine. Incroyable. C'était une folie. Même les Belges là-bas, ils parlaient même plus flamand, ils parlaient français. Tu vois ce que je veux dire? Rebeux. Salam alaikum. Voilà, exactement. C'est pousser la barbe. Tu vois, c'était la folie, tu vois. Et là, ça y est.
Ouais. Les gens, ils ont commencé à Ouais, c'était la m'appeler. vague du burger Ouais. de fou, en fait. Il était Après, rentré j'ai- dans toutes les sandwicheries. Ouais, non, c'est clair. Il devenait, en fait, le grec, il est redescendu dans la tête des gens. Celui-ci, Ouais. il est un étage, 2 étages, 3 étages, 5 étages. C'était devenu la norme, en Exactement. fait. Il fallait Exactement. envoyer. Et là, bah, après, c'était le Rhône-Alpes, c'était Lyon, c'était Marseille, c'était Bordeaux, Grenoble, tu vois, je partais partout. Il y avait même des moments, pour te dire, ma femme, elle m'appelait à des 2 heures du matin, et elle me disait, Kader, ça va, tu vas bien? Parce qu'elle savait que je partais beaucoup en déplacement. Bah, je dormais dans des aires de repos. Et t'en as vu des concepts qui commençaient un peu à exploser parce que toi, tu as ramené la matière première, mais est-ce que tu as vu des concepts, tu dis, tiens, il y a quelque chose qui se passe là. Ouais, c'est vrai que à cette époque, je te mens pas, j'entendais parler de Nabab Kebab Ok. en 2003 à Tours. Et nous, on avait un grossiste qui commençait à ouvrir. Et donc, j'ai pris justement ce moment de rendez-vous pour aller justement visiter Hakim Ben Othman, tu vois, qui avait créé justement le concept renouvelé du grec. Code de couleur, polo, casquette. Et ça me parlait parce que ça faisait partie aussi de mon expérience et des gens que je voulais rencontrer. Et on a commencé à faire du business ensemble via le grossiste de Tours. Et on a continué à faire évoluer aussi sa carte, tu vois. Le steak, parce qu'il ne faisait pas de steak avant. Burger, il n'en faisait pas. On a fait rentrer le burger aussi. Ensuite, 2007, on en cite encore plein, tu vois. Je t'ai dit, on pourrait passer des heures à Ceux citer qui t'ont le plus marqué. Ceux qui m'ont le plus marqué, bah, c'est la fameuse galette tournée en rectangle avec une sauce fromagère. Donc, cette histoire, c'était en 2007. Je suis contacté par un grossiste de Grenoble que je livrais, Central D. Et il m'appelle et me dit, ouais, Kader, écoute, tu vois, il y a tel et tel client là, je veux arrêter avec lui parce que tes produits, moi aujourd'hui, ils sont pas dans l'esprit de ceux que je livre et le client actuel, il m'embête toujours de me dire, ouais, contacte Kader Foster, je veux ses produits, je veux ses produits. Et moi, un client carton ou un client palette ou un client camion ou même paquebot ou autre, c'est un client, tu vois. Donc, qu'est-ce que je fais? Je décide de lui dire, vas-y, donne-lui mon numéro de téléphone et dis-lui qu'il m'appelle. Et donc, de là, ben, qui m'appelle? Patrick Pelonero, Hakim. Donc, après, vous saurez, ou pour certains, vous savez qui c'est. Il m'appelle et me dit, ouais, Kader, écoute, voilà, j'ai besoin de continuer tes produits. Le grossiste ne veut plus stocker la marchandise pour moi. Moi, je lui ai dit, écoute, ok, vas-y, on peut pas te laisser sans les références Foster. Donc, on a continué à le livrer en direct. Ça a duré quelques mois. Plus tard, il m'appelle et il me dit, Kader, j'ai un projet, je monte en Île-de-France. Lui, il était de Grenoble. Je lui dis, ok, tu vas en Île-de-France, c'est bien et tout. Parce que moi, j'aimais bien écouter les gens, tu vois. Comme je t'ai dit, que ça soit petit client ou gros client. Et après, bon, l'histoire nous a montré que c'était le big client, jusqu'encore aujourd'hui. Eh ben, il est parti en Île-de-France pour lancer la communication et le marketing en freelance. Donc, tout ce qui est enseigne, flyer et autres. Donc, il me rappelle, il me dit, est-ce que tu peux me donner un coup de main? Et aujourd'hui, lui aussi, il ne pourra pas dire le contraire. J'étais la première personne en Île-de-France à lui avoir tendu la main, même si j'étais pas parisien, tu vois. J'étais le petit nordiste. Mais tu avais le sens de d'origine. l'écoute et tu avais la Important. vision. C'était très Et important. carnet d'adresse Et du. carnet Voilà. d'adresse. Pour moi, comme je dis souvent, être commercial, c'est pas être vendeur. C'est vraiment apporter un service et un accompagnement. Avant tout, et la vente, elle se fera naturellement. Donc, je commence à prendre contact avec quelques grossistes. Je lui dis, écoutez, voilà, j'ai un ami à moi, il fait du freelance, il fait des enseignes, des flyers. Est-ce qu'il serait possible qu'il puisse mettre de la publicité chez vous? Donc, j'en contacte quelques-uns, tu vois, comme MSA et d'autres. Donc, bonjour à Lupo, qui est le dirigeant de la société. Et donc, ça commence.
Donc, il me remercie, ça commence, il fait son business et tout. Et donc, il m'en remercie. Et moi, je lui ai dit, dans tous les cas, s'il y avait besoin de quoi que ce soit, moi, je suis là. Parce que j'étais vraiment ancré dans la région et que j'étais vraiment à développer énormément de grossistes et de distributeurs. Donc, 1 an plus tard, il me rappelle et il me dit, écoute, je vais arrêter l'activité de freelance. Malheureusement, dans ce métier-là, il s'avère que on a envie de proposer et de satisfaire les besoins de chacun, mais à la fin, le service, ça se paye, tu vois. Et malheureusement, ben voilà, il y avait des gens qui n'étaient pas dans cet esprit-là. Et là, il me dit, est-ce qu'on peut se voir en région parisienne? Donc là, je me déplace, je vais le voir. Et donc, je suis face à Patrick Pellonero et un de ses associés. Et là, il me dit, Kader, tu te rappelles le tacos que j'avais à Grenoble et tout qu'est-ce que t'en penses en Île-de-France? C'était Bob qui était avec lui ou c'était qui à cette époque-là? Son prénom, c'était... Non, c'était pas Bob. C'était Singh. Simon. Hein. Ouais, Simon, ouais. Et donc, je lui dis, et vu que moi, j'avais déjà parcouru pas mal de villes en France, je lui dis, c'est vrai qu'il n'y a pas de tacos en région parisienne. Je pense que ça peut que cartonner, tu vois. En plus, il n'y aura pas trop de changements vis-à-vis des restaurateurs. Parce qu'il y a la galette et après, bon, il y a la charcuterie à rajouter. Et au tenders, c'est cordon bleu. Donc, il lance son premier projet. Je pense que c'était à l'époque, c'était à Tremblay. Et de là, il m'appelle et il me dit, c'est une tuerie, c'est un carton, il y a trop de monde. Et c'était une petite cellule, là. C'était quoi? Même pas 50 mètres carrés, je crois. Et donc là, il me rappelle. Et là, il me dit, écoute, Kader, il faut qu'on s'associe. T'as les idées, t'as les contacts, t'as les relations, t'es un fanatique de ton métier, t'as jamais raccroché à qui que ce soit, petit comme grand. Et je pense qu'on pourrait faire beaucoup de choses. Et là, moi, dans mon activité, comme je vous disais dans mon histoire, c'est que avec Foster Fast Food, c'était que le début. Parce que je voulais pas m'arrêter que en France, bien sûr, vous me connaissez. Ouais. Donc là, je lui dis, écoute, Patrick, c'est cool, tu vois, franchement, mais moi, je serai toujours là, tu vois. Tu peux m'appeler, moi, je serai toujours là. Mais par contre, le jour où j'aurai une idée très intéressante sur ton concept, ça va m'ouvrir les portes, tu vois. Il m'a dit, bien sûr, il n'y a aucun problème. Donc, on commençait à se passer des petits coups de téléphone, d'où le fait aussi, il m'avait demandé un distributeur fiable, qui est capable aujourd'hui d'assurer son service. Et Et t'avais choisi qui à l'époque? j'avais choisi MSA. Ouais, Monsieur Lupo-André, et qui a fait un énorme travail aussi sur le suivi de Otakos. Et derrière aussi, comme je t'avais dit lors de notre discussion en off, quand quelqu'un te demande une livraison, ce qui est tout à fait normal, 1 fois par semaine ou 1 fois tous les 2 jours, 3 jours, c'est normal, tu vois. À cette époque-là, c'était quelque chose de cohérent. Mais là, c'était 4-5 livraisons par jour. Il y avait même des livraisons à 22 heures. Des volumes anormaux. On m'a appelé, on me disait, Kader, mais c'est qui que tu nous as envoyé là? Mais c'est quoi ce truc de dingue, tu vois? Et moi, j'en rigolais, parce que moi aussi, j'étais fou dans ma tête. Tu vois, je me disais, ils peuvent pas comprendre. Quand tu es dans un projet et tu as la clairvoyance et tu as l'ouverture d'esprit avec toute l'équipe qui te suit, et que t'es pas quelqu'un qui est borné dans ta tête et que tu vois que noir et ça s'arrête là, tu prends tout le monde avec toi, l'équipe. Vous inquiétez pas, on va y aller. Et aujourd'hui, tu vois la réussite. Je pense qu'en 2025, ils sont arrivés à plus de 400 restaurants, tu vois. Donc ça, c'était vraiment une des chaînes... Mais incroyable. Il y a quand même un avant et après au tacos dans le milieu, non, Kader? Ouais, c'est vrai que parmi la restauration, aujourd'hui, je pense que, comme on dit, et il y en a beaucoup, certains, ils se disaient, si on n'était pas très religieux, on prierait au tacos, tu vois. Il y aurait une direction vers au tacos, tu vois. C'est plus la Mecque, c'est au tacos. Parce que quand tu avais des sandwicheries qui faisaient, je sais pas moi, peut-être 300 € par jour dans des petites... dans des petits quartiers, dans des petites villes et autres, même en région parisienne, tu vois, et que, voilà, t'apportes un concept qui est facile à faire,
Tu passes à 3000. Là, tu passes à 3 000 € au jour, 2 000 € au jour, tu vois. Mais ce qui est intéressant dans ce que tu nous apprends, ce que tu partages avec nous ce matin, c'est qu'en fait, la clé de la réussite de ces concepts-là, elle n'est pas simplement entre leurs mains. C'est pas simplement eux avec la bonne idée, le bon plat, etc. Des acteurs, comme tu as pu l'être pour eux, ils sont décisifs dans leur croissance, dans leur développement, dans l'appui que tu peux leur apporter. C'est ça. Et c'est d'ailleurs le thème de l'émission qu'on a choisi. Effectivement, c'est Les faiseurs de roi. c'est ça. C'est à quel point tu as été, et puis les acteurs autour d'eux, assez importants pour leur croissance. Ouais, exactement. Et après, cette période au tacos, on a vu émerger énormément de nouvelles enseignes, tu vois. Il y avait Feta Crêpe à l'époque, il y avait des concepts de burgers, il y avait Bagdad aussi, qu'on a livré aussi à l'époque via des grossistes qui étaient à Saint-Denis, c'est ça? Saint-Denis, ouais. C'était On parmi a les fait, premiers, ouais. Il y avait Géladal aussi à l'époque à Nanterre, qui était aussi qui passait par des distributeurs. Donc j'ai créé aussi pour que les gens aussi ils savent, c'est que j'ai créé aussi beaucoup de produits. À l'époque, je sais pas, dans les sandwicheries, il y avait un pain d'une référence 1007 qu'on appelait le Mega Buns. Donc c'était le 16 cm, c'était le fameux 180. Celui-là, il a bien marché, celui-là. C'est moi qui ai créé ce pain. C'est moi qui ai créé ce Ah, pain. c'est un Donc pain on se de doute gros- pas. Non, c'est un pain de gros lard, celui-là. Celui-là, en fait, Ouais. t'as envie de te Ceux casser qui le veulent bide. voilà, C'est ça. Et Se tu sais remplir pourquoi les j'ai pains. créé ce pain? C'est comment? J'ai créé ce pain dans une usine en Angleterre parce que j'étais quand même aussi distributeur d'une marque de buns qui s'appelait American Buns pendant plus de 17 ans. Tous les pains qui tournaient dans toute la France en burger de la marque American Buns, elles passaient par moi. J'étais le distributeur européen de cette marque. Et pourquoi j'ai créé ce pain-là? C'est parce que chaque fois j'étais charrié par les vendeurs de grecs. Les mecs, ils se disaient, comment toi tu vas arriver avec un burger qui fait même pas 45 grammes ou 80 grammes, et nous on est en train de servir des grecs à 200 grammes. Ou comment l'autre il est en train de faire un tacos à plus de 200 grammes, ou voire 400 grammes, ou voir le méga ou le giga tacos qui a fait aussi un gros buzz pour au tacos. Et toi, tu arrives avec tes petits burgers là. Impossible. Donc j'ai cherché à trouver le méga burger. Et jusqu'encore aujourd'hui, il se vend. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et le pain et le steak qui va Le avec. pain, aussi. le steak, les sauces et autres aussi acteurs que j'ai pu aussi en parallèle suivre dans mon délire comme des fabricants de sauces très reconnus à cette époque. Bah alors maintenant, avec tout ça, là, aujourd'hui, on arrive à la fin de ce podcast. Maintenant, je voudrais que tu nous parles de toi. Ça prend quelle forme? Tu es toujours en partenariat avec Foster? Ou est-ce que le mot Interresto, je ne l'ai pas entendu depuis tout à l'heure. Donc, t'en es où maintenant aujourd'hui Bah, moi, dans tes activités? Bah, c'était important, comme je vous disais, la racine de ce qui m'a fait. Ok. Pour moi, c'était très important. Parce que les gens, ils pensent que je suis arrivé comme ça. Et beaucoup me connaissent et savent que je ne suis pas arrivé comme ça, tu vois. Donc, en 2014, quand j'ai fait la restauration et la distribution de 2001 à 2014, j'étais vraiment le roi à mon époque dans ce métier-là, tu vois. Et en 2014, j'ai eu encore une nouvelle idée. Pourquoi? Parce que je me suis dit, j'ai fait la France, j'ai fait l'Afrique, j'ai fait beaucoup de pays européens, tu vois. Quand tu dis l'Afrique, non, tu n'as pas dit l'Afrique. L'Afrique, après, comme je te disais, Mokhtar, on pourrait L'appétit. parler beaucoup de mon histoire et de ce que... C'est-à-dire le Maroc, tu veux dire ou... J'ai fait le Maroc, j'ai fait l'Algérie, j'ai fait le Sénégal, Ok. la Côte d'Ivoire. Et actuellement, je livre encore ces très pays-là, bien. tu vois. Ok, super. Donc, en 2014, je vais voir mon patron qui était devenu mon ami, mon frère, mon papa, tu vois. Parce qu'il faut du temps aussi pour que les gens y croient en vous. Je lui ai dit, écoute, en 2017, j'arrête. Il me regarde comme ça, il me dit, non, c'est pas possible, toi, un fou comme tu es, un passionné, tu arrêtes. Je dis, non, j'arrête ce que je fais, mais je vais constituer une société qui va être amenée à servir, à accompagner le restaurateur. Pourquoi? Parce que la plupart des distributeurs que j'avais en France, qui représentaient quand même 86 distributeurs, de 2003 à 2014, je voyais que la plupart de ces grossistes
n'apportaient pas de service et d'accompagnement. Mais parmi eux, par exemple, on a tout. On a les MSA, on a les C'est ça. Isla Food, on a les Salamarket, C'est ça? on a les Cadispal, on a Ouais. les DPS, tout ça. C'est ça, ProPizza et Ok, d'autres. ok. Tu vois, tous ces distributeurs, je les desservais. Mais moi, en tant que restaurateur, en tant qu'artiste, en tant que jeune de banlieue, avec toutes les histoires que j'ai pu vous raconter de ce qui m'a fait aujourd'hui, j'ai trouvé qu'il y avait un fossé énorme entre un produit livré, innové. Il y avait que du rayonnage. C'est-à-dire, on met le produit dans un rayon, on met un prix et ça s'arrête là. Et j'étais pas content. C'est comme si aujourd'hui, j'avais monté, j'avais assemblé quelque chose et on me casse tout, tu vois. Donc j'ai dit à mon patron, ne t'inquiète pas, je vais pas arrêter mon activité. En 2017, je vais créer une société du nom d'Interresto. Et ce mot-là n'était pas fait par hasard. Je voulais vraiment être international, je voulais interconnexion, je voulais tout. Tu vois ce que je veux dire? Le lien entre les restaurateurs et... Directement. Je voulais être le lien direct avec le restaurateur et l'accompagner dans ses démarches, que ce soit dans le code des couleurs de son restaurant, dans le nom de son ancienne, dans ses recettes, dans les produits à proposer tous les mois en édition limitée tout ce ou qui illimitée. va, Vraiment contribuer tout ce qui peut. son succès. Même la gestion. Là, on sort du simple, je te livre un produit à un prix. Non, quoi. exactement. Ouais. Ok. Donc voilà, Interresto est né en 2017 avec mon associé, Hichem Choued. On a créé la société dans notre région, dans le Hauts-de-France. On a ouvert la première année. 3 mois, 4 mois qui passent, tu vois, c'est tout à fait normal. Tu vois, les grossistes, ils ne comprenaient pas comment ça se fait qu'aujourd'hui, je me lance en tant que distributeur, tandis que j'étais distributeur des distributeurs. Oui. Donc, le temps de leur expliquer les choses, de 2017 à pratiquement 2020, on est passé à plus de 400 restaurateurs. Okay. Ça nous appelait de partout. Qu'est-ce qui les intéressait dans rejoindre justement cette... Ce qui nous intéressait, c'est déjà notre histoire. La mienne et celle de mon associé, qui était aussi commercial dans une société de distribution. Donc, on a eu beaucoup de facilité par rapport à ça, parce qu'il y avait des personnes qui connaissaient notre histoire, et d'autres, ils n'attendaient que voir de leurs propres yeux si ce qu'on disait était réel, de changer les couleurs, de mettre un cahier des charges. Mais, donc tout ça, c'est du service qui sort simplement du cadre, je dirais, j'ai un mercurial, je commande, je me fais livrer. Donc là, il y a vraiment un staff qui va venir apporter du conseil, de l'expertise, rebrander une carte, retravailler en fait peut-être même un séquençage avec des produits innovants. Donc c'est aussi un nouveau staff que tu apportes finalement pour ce service-là. Exactement. Et ils payent, parce que tu as dit qu'ils ne payaient pas très bien en règle générale ces clients-là. Écoute, je me suis pas trop cassé la tête, j'ai fait tout gratuit. Comme ça, il n'y a pas de problème, tu vois. Comme ça, moi, je sais que je perds pas au change, mais par contre, eux parleront de nous. C'est-à-dire qu'à force de côtoyer d'autres restaurateurs ou côtoyer la famille en disant « Ouais, écoute, lance-toi dans la restauration, n'aie pas peur, il y a Interresto qui est là, ils vont s'occuper de toi. C'est eux qui ont aujourd'hui mis mon enseigne, c'est eux qui ont mis les codes de couleur, c'est eux qui ont mis la recette. » C'est un peu le modèle de JC Deco. Je te fabrique l'arrêt de bus, mais derrière, on va travailler ensemble, ça va être Ouais, c'est ça. C'est le lien, en fait. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est pour ça que, on va dire, le changement de la restauration et de la distribution de 2003, on va dire, à 2017, elle a évolué de façon différente, on va dire, entre guillemets, grâce à nous. Je ne veux pas être le précurseur de quoi que ce soit, mais c'est sûr que je suis le curseur de dire aujourd'hui, j'ai été sur le terrain. Légitimité, voilà, j'ai fait de la restauration. J'ai pu accompagner des grandes chaînes connues. Et aujourd'hui, tu vois, on a 2025 qui passe. On est arrivé à 5 entrepôts, Interresto. Aujourd'hui, on livre la France, le Portugal, l'Espagne, le Maroc, la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Et c'est pas tout, Mohamed et Mokhtar.
c'est qu'aujourd'hui, je livre mon propre patron. Incroyable. La boucle est bouclée. Ouais, Bonjour Foster. Incroyable. voilà. Ben, justement, c'est une belle transition. On va débarrasser la table Ouais, et c'est- on va passer Au dessert. au dessert. Tu as, avec beaucoup de passion, parlé justement de ce parcours. Tu as parlé également de comment tu en es arrivé à ce niveau-là et tu as envie de changer les choses. Tu as déjà commencé à le faire avec ta société Interresto. Quelle vision tu as dans les années à venir sur ce marché ou sur ton activité en particulier? Est-ce que tu as des choses dans les tuyaux? Ouais, bien sûr, ouais. Les tuyaux, ils sont pleins même, je te dirais. Il faut que je les débouche un peu, tu vois. C'est que la restauration, déjà, je suis très épanoui, déjà moi-même, du fait que la plupart des restaurateurs aujourd'hui, ils ont vraiment dépassé les enseignes américaines. Pourquoi? Parce que je parle pas aujourd'hui juste de notre communauté, je parle vraiment dans la généralité. Tout le monde en France, ils ont vraiment monté un level. Parce qu'avant, À quel l'image... niveau? Parce qu'avant, tu Qualité vois... d'aliments, hygiène, Bah, c'est il quoi? y avait l'aliment, il y avait les slogans, il y avait les couleurs, il y a Ok. la Expérience création, client, sa packaging, globalité, tu vois, le quoi. packaging. Parce qu'avant, tu vois que ça Dans soit... le niveau des concepts. Ouais, des concepts, au D'accord. niveau comme on disait tout à l'heure, que ce soit dans le côté restauration, urbain ou musical ou textile, c'est que avant les États-Unis, c'était toujours notre modèle, tu vois. Et ben sincèrement, aujourd'hui, dans toute la France, il y a personne aujourd'hui qui prend comme modèle les États-Unis. C'est, ouais, t'as vu l'enseigne en région parisienne. Ouais, t'as vu l'enseigne à Lyon. Ouais, t'as vu l'enseigne à Lille. Ouais, tu connais tel et tel Une réelle grossiste. Ouais, le modification des grossiste modèles. là, ouais, il a fait Ouais, ça. ouais. Oh, l'autre, il a créé sa marque. L'autre, il a développé des nouvelles recettes. Tu vois, c'est vraiment très, Il y a une très vitalité. coloré. Il y a beaucoup de choses. Et pour l'avenir, moi, je me dis toujours que voilà, si il y a des gens comme nous qui continueront à suivre justement des acteurs de la restauration et vraiment les motiver à continuer à se développer, à ouvrir. Je dis pas ça parce qu'aujourd'hui ça m'intéresse, parce que je suis distributeur et que j'ai envie de remplir mes caisses et autres. Non, c'est parce que je me dis toujours, t'es capable, tu aimes, tu fonces. Peu importe le métier qui est en face de toi. C'est ça qui est important. Il faut avoir du cran. Tu le prouves par ton parcours. Exactement. Parfait, donc continuer à innover, continuer un petit peu à porter cette touche particulière que tu as sur la partie au service des restaurateurs, monter le level, C'est ça. anticiper les tendances, C'est ça. être à l'affût aussi des nouvelles vagues de restauration, Oui. avec l'influence de la vidéo que tu aimes beaucoup. Maintenant, ça devient un incontournable, et notamment dans l'influence. Et parfait, maintenant on peut passer à l'addition, il faut qu'il paye maintenant. Ah ouais, on a bien mangé, on a bien écouté, et franchement, Comment il c'est va une payer- histoire comment il vraiment va payer incroyable. Alors, l'addition, elle est longue. Oui. Bah, finalement, c'est quoi les conseils alors que tu vas donner à Kader à celles et ceux qui nous écoutent? Nous, on a un concours en plus qui détecte les pépites sur toute la France qui veulent devenir des futures franchises. Toi, tu leur donnerais quoi comme conseil? Bah, moi, mon conseil par rapport à mon parcours et par rapport au parcours de ceux que j'ai rencontrés, c'est que l'équipe, il faut vraiment pas chercher à vouloir vivre au mieux et avoir un confort ou avoir une situation plus grande les unes que des autres, parce qu'on en voit aujourd'hui des podcasts, on voit des conneries, tu sais, que ça parle que d'argent, ça parle que de milliards, de millions, des gamins de 20 ans, des gens qui ont vécu l'entrepreneuriat et qui, malheureusement, disent énormément de mensonges, tu vois, parce qu'il y en a beaucoup que j'ai côtoyé dans ma vie. C'est essayer de vivre votre vie. C'est pas le fait de vivre la vie d'un tel ou être comme un tel. C'est ça que je dirais pour payer l'addition. Et vous allez réussir, peu importe l'activité. Mais n'oubliez pas, si vous voulez continuer dans la restauration, il n'y a qu'un distributeur à voir, c'est Interresto, un distributeur, c'est différent. Donc, ton conseil, c'est soyez vous-même, Soyez vous-même. comptez sur vos expériences, Ouais. essayez pas de copier comme ça Non. bêtement. Parfait. Magnifique. Et encore un mot, ouais. la réflexion, Ouais. elle se fera toujours seule. Et quand elle marchera,
eh ben, les gens vous copieront. Restez seul dans votre réflexion. N'attendez pas des autres, mais les autres vous copieront. Voilà. Merci Kader pour toutes ces recommandations, ces conseils. Bravo pour ton parcours. On a eu très plaisir de te découvrir Plaisir un partagé. peu qui se cachait derrière Kader Foster. Et, Incroyable parcours. Ravi d'avoir partagé ce moment avec toi et avec Mokhtar. Merci. Merci à Ravi toi de Kader. partager. Et à vous aussi, si vous avez envie de partager l'aventure de la restauration, nous aussi, on va faire comme Kader. Inscrivez-vous au concours à franchise et on aura le grand plaisir de vous accompagner à être les pépites de la franchise. Merci à toi, Kader. Merci, Merci. Mokhtar. À bientôt. Bye bye. Ciao, ciao.